C'est un sentiment qu'elle avait fini par oublier. Une sensation qu'elle ne pensait jamais retrouver. Depuis 6 mois, sur les rives du Bosphore à Istanbul, Gülbahar Celilova redécouvre la liberté. Aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens bien. Je me sens libre de respirer, libre de sentir sur ma peau les rayons du soleil. Gülbahar est d'ethnie ouïghour. Pendant 1 an, 3 mois et 10 jours, elle a vécu enfermée dans un camp dans l'ouest de la Chine. Un calvaire qui débute en mai 2017 lorsque des policiers l'arrêtent dans sa chambre d'hôtel. J'étais épuisée. Ils m'ont emmenée dans une pièce fermée par de lourdes portes métalliques. Elles faisaient beaucoup de bruit quand on les ouvrait. La pièce faisait 20 mètres carrés environ et il n'y avait pas de fenêtre. À l'intérieur, il y avait une 40aine de femmes et la moitié d'entre elles étaient debout. Les autres étaient allongées au sol les unes contre les autres. On portait toutes de très lourdes chaînes aux pieds. Dans les cellules, Gülbahar décrit des conditions de vie insupportables. Manque d'hygiène, d'eau et de nourriture. Elle est aussi soumise à des sessions de lavage de cerveau. Elle doit prêter allégeance au Parti communiste chinois. Une fois par semaine, il nous montrait une vidéo sur Xi Jinping. Ensuite, il nous demandait d'écrire notre autocritique. C'était pour s'assurer que nos idées changeaient et s'amélioraient. Tous les lundis aussi, à 9h55, nous devions nous mettre debout pour chanter l'hymne chinois. Le reste de la semaine, nous devions chanter 5 chansons chaque jour. J'ai oublié le reste. On chantait ce genre de chansons, et si on chantait pas, on n'avait pas de nourriture et ils nous punissaient. Dans l'ouest de la Chine, il existerait une centaine de camps comme celui dont parle Gülbahar. Des complexes immenses où, selon plusieurs ONG, plus d'1 million de Ouïghours seraient enfermés. Les Ouïghours, une ethnie musulmane et turcophone, présente dans la province du Xinjiang. Les autorités chinoises ont transformé cette région grande comme 3 fois la France en un gigantesque État policier. Pékin veut mettre au pas cette communauté car ces dernières années, le Xinjiang a connu plusieurs soulèvements violemment réprimés. Les Ouïghours dénonçaient les discriminations dont ils estiment être victimes. Sous couvert d'une lutte contre l'extrémisme religieux, et en réponse à plusieurs attentats perpétrés par des Ouïghours, les autorités chinoises veulent désormais les rééduquer dans des camps. Aujourd'hui en Chine, 10% des Ouïghours seraient détenus. Des hommes et des femmes de toutes les classes sociales, la vague de répression n'épargne personne. Même la star Ablajan Aout, qui défendait dans ses chansons la culture et l'identité ouïghour, est l'une des victimes du plus grand internement de masse du XXIe siècle. À plus de 9000 km du Xinjiang, Vancouver au Canada.
C'est ici, sur le campus de la prestigieuse université de la British Columbia, que Shaun Zhang, un Chinois de 29 ans, étudiant en droit, a été l'un des tout premiers à prouver l'existence des camps. Depuis sa chambre, il collecte des documents officiels chinois disponibles sur Internet. Appel d'offres du gouvernement permis de construire, commande de matériel. Grâce aux adresses qui y figurent, il localise des camps sur des images satellites et parvient à établir une carte précise qu'il publie sur son blog. La plupart de ceux que j'ai trouvés sont dans le sud du Xinjiang, vers Kashgar ou Yarkent, ou encore la Rotan. Ce n'est pas une carte exhaustive, parce que je ne dispose d'images satellites que pour les grandes villes. Selon Shaun, il existerait dans tout le Xinjiang une centaine de camps qu'il identifie facilement et qu'il peut différencier des prisons car ils ne sont pas conçus sur le même modèle. D'après cette photo, je peux dire sans trop d'hésitation que c'est un camp de détention. Comme vous pouvez le voir, il y a des miradors ici, là, là et encore là. Et ce mur fait environ 3 à 5 mètres de haut d'après l'ombre. C'est tout à fait typique. Je retrouve ce genre d'éléments dans beaucoup d'autres camps. Des camps ultra sécurisés qui s'agrandissent en un temps record. En 2016, sur ce terrain vague, quelques logements, transformés 2 ans plus tard en un camp gigantesque. 166 000 mètres carrés de bâtiments sont sortis de terre. D'après un rare document que Shaun a pu consulter, ce camp hébergerait aujourd'hui plus de 8000 personnes. Visiblement, ce camp s'est élargi pour une raison. Il faut y détenir de plus en plus de monde. Donc il faut construire de nouveaux camps pour recevoir plus de détenus. Plusieurs fois, nous nous sommes rendus dans la province du Xinjiang dans l'espoir d'approcher l'un de ces camps. Mais là-bas, les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. Dès notre arrivée, nous sommes suivis par plusieurs véhicules comme cette voiture blanche ou celle-ci. Nous sommes aussi pris en filature ostensiblement par des hommes en civil. En pleine rue, nous sommes empêchés de filmer. Au cours de nos 3 séjours dans la province, nous avons été arrêtés 7 fois au total. Comme sur cette route à proximité d'un camp. Un barrage de police nous empêche d'aller plus loin. Nous sommes ensuite conduits dans ce poste de police où des agents vérifient notre identité et nous interrogent. Nous filmons discrètement. Vous êtes journaliste à Shanghai. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes venus filmer le camp de Dabensheng. Il n'y a pas de camp de rééducation ici. Ici, à Dabensheng, il n'y a pas de camp. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a un grand. Il y a beaucoup de monde. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Le camp de Dabensheng, on le voit sur cette image satellite. Nous ne pourrons pas nous en approcher. Ces policiers nous contraignent à faire demi-tour. Les 11 millions de Ouïghours qui peuplent le Xinjiang vivent désormais dans une immense prison à ciel ouvert. Stations de police et checkpoints quadrillent le territoire. Ils sont constamment fouillés. À l'entrée des gares, des supermarchés, avant de monter dans le bus. Les contenus des téléphones portables sont régulièrement contrôlés. Le Xinjiang est à la pointe du système de reconnaissance faciale.
déployées dans toute la Chine. Des centaines de milliers de caméras scrutent chaque rue, chaque mosquée. On les retrouve même à l'intérieur des taxis, à l'entrée des toilettes publiques. Pour les Ouïghours, la vie sous surveillance n'est plus leur seul fardeau. Ils risquent désormais à chaque instant d'être envoyés dans des camps. Et ils ne sont pas les seuls à subir cette menace. Toutes les minorités présentes au Xinjiang souffrent de la même répression. Kazakhs, Tatars, Kirghizes. Dans certaines villes, des quartiers entiers ont été vidés de leurs habitants. Sur les portes des maisons et des boutiques, des scellés, les familles qui vivaient ici ont toutes été arrêtées. Comme dans cette rue d'Urumqi, la capitale du Xinjiang. La maison d'à côté est fermée, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, cette maison-là et celle d'à côté, c'est pareil. Elles sont fermées. Où sont passés les gens qui vivaient ici? Les gens? Un voisin intervient, mais refuse d'être filmé. Vous savez pourquoi ces maisons sont fermées? Oui, ils sont à Dabuncheng. Dabuncheng, c'est le camp que nous avons essayé d'approcher. 10 000 personnes y seraient enfermées. Énormément de gens ont été envoyés là-bas. Cet homme n'en dira pas plus. Il nous fait signe de partir. Au cours de l'un de nos séjours au Xinjiang, à partir de coordonnées GPS transmises par Shonjiang, nous parvenons exceptionnellement à nous approcher du camp que l'on voit sur cette photo satellite. Ces images sont rares. Nous sommes à Hotan, dans le sud de la province. La ville compte au moins 8 camps. Celui-ci semble flambant neuf. Une dizaine de bâtiments, des murs hérissés de barbelés et des caméras qui scrutent chaque centimètre carré. Aux fenêtres, grillages et barreaux. Devant l'enceinte, ces enfants accompagnés de leurs grands-parents ont leur père enfermé. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est une école, un endroit pour apprendre. Pour apprendre quoi? La langue nationale. Et tu sais pourquoi ton père est là-bas? Je ne sais pas trop. Quelques mètres plus loin, cet homme a lui aussi un proche incarcéré. Vous connaissez des gens à l'intérieur? Oui, mon grand frère est dedans. Pourquoi? Il étudie. Il étudie. Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici? On ne sait pas. Vous savez ce qu'il étudie? Le Parti communiste. Nous n'avons pas été autorisés à visiter l'intérieur d'un camp. Mais dans l'ouest du Xinjiang, un journaliste chinois a pu filmer ces quelques images en caméra cachée. C'était en août dernier, le bâtiment était encore en construction. Depuis, plus de 1000 personnes y sont enfermées. À l'intérieur, on découvre des dortoirs qui ressemblent à des cellules de prison. À chaque étage, 3 salles de classe comme celle-ci, et au mur des slogans « Suivez les directives du président Xi Jinping sur le socialisme, aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère ». De l'autre côté de la frontière chinoise, au Kazakhstan, nous avons retrouvé une femme, témoin clé de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces camps. Saragul Sotbeh est chinoise, d'ethnie kazakh. En novembre 2017, elle a été emmenée de force dans un camp et contrainte d'enseigner le mandarin à des détenus. Libérée 4 mois plus tard sans savoir pourquoi, elle vit aujourd'hui en exil. C'est la première fois qu'elle parle devant une caméra. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois, « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois.
Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. À l'intérieur du camp, 2500 détenus. Ils sont d'ethnie kazakh ou ouïghour. À plusieurs reprises, Saragoul est témoin de violence. Parfois, quand je donnais cours, les policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi, le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que j'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Les détenus sont censés être rééduqués. Ils sont en fait torturés et maltraités. Saragoul raconte d'autres sévices. Les détenus devaient aussi recevoir des piqûres. Il ne s'agissait pas de piqûres pour les soigner, vous voyez. Ces piqûres, c'était comme de la torture. Elles étaient faites pour prendre le contrôle de leur mental. Les gens à l'intérieur du camp n'avaient plus aucune force pour se rebeller. À Istanbul, Gulbar Celilova nous révèle avoir été soumise à ces mêmes injections dans le camp où elle a passé plus d'1 an. Ils nous piquaient ici ou là, 1 fois par semaine. On devait sortir notre bras par une petite ouverture dans la porte. Nous nous sommes rendus compte qu'à cause de ces injections, nous n'avions plus nos règles. Les miennes se sont arrêtées 1 mois après le début de ma détention. Et puis nous ne pensions plus à rien, nous ne pensions plus à nos proches, à nos familles. Je ne savais plus où j'étais née. J'avais l'impression d'avoir toujours vécu là. On ne sentait plus ni le froid ni la faim. C'était comme si nous étions des morceaux de viande posés là. Pendant de longs mois, Pékin a nié l'existence de ces camps, puis a fini par les reconnaître et leur a donné un cadre légal. Dans ce reportage diffusé par la télévision d'État, on voit des hommes et des femmes qui y apprennent le mandarin. Ils reçoivent aussi des formations professionnelles comme la couture ou la menuiserie. Logés dans des bâtiments propres, tous semblent heureux d'être là. Je ne préfère vraiment pas imaginer où je serais si je n'étais pas ici en train d'étudier. Peut-être que j'aurais suivi des extrémistes religieux, que je serais devenue une criminelle. Le gouvernement et le parti m'ont trouvé à temps. Et ils m'ont sauvée. Nous avons montré cette vidéo à Gulbar Celilova. Les camps dans lesquels je suis restée ne sont pas du tout comme ça. Nous, on ne sortait jamais de notre pièce de 20 mètres carrés. Là, ils montrent 10, 20 personnes et ils disent « Regardez comme ils vont bien !» Mais les gens dans tous les autres camps sont en train de pleurer. Moi, je sors tout juste du camp et je peux vous dire que ce n'est pas du tout comme ça. Gulbar décrit plutôt des femmes détenues contre leur gré et incarcérées de façon arbitraire. Dans ce cahier, elle consigne les noms de ses codétenus et les motifs de leur arrestation. Dès que je me souviens d'un nom, je l'écris. Alia, enfermée car elle a voyagé en Turquie. Anissam, elle, c'était parce qu'elle avait une photo d'une fille en train de prier dans son téléphone. Marfret, arrêtée parce qu'elle portait un foulard. Gulbar Celilova, elle, était directrice d'une société d'import-export. Elle était en Chine pour affaires. Si elle a pu être libérée, c'est parce qu'elle a la nationalité kazakh. Les autorités de son pays ont fait pression sur Pékin pour la faire sortir. Cela faisait 20 ans que je faisais des affaires avec la Chine. Je ne suis pas une terroriste, je suis juste une femme d'affaires normale et une mère de 3 enfants.
Comme Gulbar Djelilova, 1 million de Ouïghours vivent aujourd'hui en dehors de Chine. Parmi eux, Almourad Ari. Ce médecin généraliste, fils de fonctionnaire ouïghour, a quitté le Xinjiang quand il avait 19 ans. Aujourd'hui, il vit dans la banlieue d'Helsinki avec son épouse, ouïghour elle aussi, et leurs 2 petites filles. On aime beaucoup vivre ici. On se sent chez nous. Pas pour la culture qu'il y a, mais parce qu'on est libre ici. Il y a 2 ans, il apprend que ses parents sont enfermés dans un camp. Parce qu'il sait qu'il n'est pas la seule victime, il lance alors un appel à témoins sur Internet. En quelques jours à peine, il reçoit des centaines de messages. Regardez, on en a tellement. Regardez, je peux même faire comme ça et ça ne s'arrête pas. Il y a près de 400 vidéos et témoignages. Comme celui de cette petite fille qui n'a plus de nouvelles de son papa, ou ce jeune homme de nationalité américaine. Aidez-moi à libérer mon père des camps d'internement chinois, un célèbre rédacteur en chef ouïghour. Je vois que je ne suis pas tout seul. Ça me rend triste, vous savez, parce que vous pouvez sentir leur douleur et vous menez exactement le même combat. Vous avez la même douleur à l'intérieur de vous et vous pouvez sentir leur douleur. Ça fait remonter des émotions. Désolé. Ses parents ont depuis été libérés et placés en résidence surveillée. Mais Almourad refuse d'arrêter là son combat. Régulièrement, il organise des manifestations pour alerter l'opinion publique. Ce jour-là, des Ouïghours venus de toute l'Europe l'ont rejoint à Helsinki. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus. Dans leurs mains, un drapeau interdit en Chine, celui du Turkestan oriental. Le Turkestan oriental, c'est le nom que les Ouïghours donnent à leur région, que la Chine appelle Xinjiang. Certains Ouïghours pensent que la survie de leur peuple doit passer par l'indépendance de leur territoire. La Chine communiste administre la province depuis 1949. Est-ce que c'est la solution? En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Parce qu'au XXe siècle, on a déjà été indépendant. En 1933, une première fois, puis en 1944. Donc on n'est pas un pays qui n'a jamais été indépendant, qui n'a jamais été capable d'avoir son propre gouvernement. On sait le faire. Pour eux, aujourd'hui, il y a urgence, car chacun dans ce cortège a un père, une sœur, un ami enfermé. Erkin Jacob vit en Europe depuis 9 ans. Son neveu resté au Xinjiang aurait été envoyé dans un camp. On se sent vraiment, faible et sans puissance. On est très peu, comme vous avez vu, et nous, très peu de monde qui peut être la voix de notre peuple, et qui est en train de souffrir extrêmement, et il est en train de mourir, je n'exagère pas. Tous ici, Almourad et les autres, promettent de continuer à porter partout la voix de leur communauté pour ne jamais abandonner leurs proches enfermés dans l'enfer concentrationnaire chinois.